exercice qui va mêler arithmétique et probabilité, ce qui est assez habituel. Donc on étudie un modèle d'urne, on a deux urnes qui contiennent chacune des boules numérotées entre 1 et n, et on vous dit qu'on tire une boule de U et une boule de V. On note les numéros respectifs X et Y, et on étudie l'événement, le rapport X sur Y est un nombre entier, ce qu'on pourrait requalifier également de l'élément X est a priori un multiple de Y. On peut très bien le requalifier sous cette forme-là. On a des questions qui sont de nature plus ou moins dépendante. Déjà une question d'analyse où il est question de déterminer un équivalent de la somme harmonique, Hn. Puis traiter l'exercice dans un cas particulier, le cas d'urne constituée juste de 3 ou 4 boules, et montrer une formule pour le cas général, et en déduire le comportement asymptotique lorsque le nombre de boules tend vers plus l'infini. Bon, allez, on va commencer par la première question, qui est une question d'analyse. Alors, il y a plusieurs façons de faire, mais disons que le cadre typique de cette question, c'était de faire ce qu'on a appelé une comparaison intégrale. Alors, ça va nous permettre de refaire la énième comparaison intégrale depuis le début de l'année, mais c'est important. Ça fait partie des standards à bien maîtriser. Donc ici, on va faire intervenir la fonction y est égale à 1 sur x, et l'objectif est d'interpréter le nombre 1 sur k, d'approximer le nombre 1 sur k par une intégrale. Donc 1 sur k, c'est ce qu'on obtient en calculant l'image de k par la fonction inverse. Donc la mesure de cette longueur-là, c'est justement 1 sur k. Mais pour faire une comparaison intégrale, il nous faut représenter ce terme-là sous forme intégrale. Alors pour le représenter sous forme intégrale, on va le représenter sous la forme d'un objet qui a une aire simple, un rectangle. Et donc pour obtenir un rectangle qui mesure 1 sur k, sachant que la longueur de ceci vaut 1 sur k, on va juste se déplacer de 1 à droite et de 1 à gauche. Donc on va récupérer ici deux rectangles qui vont avoir la même aire. Voilà, pour le k-1. Voilà ici ce qu'on récupère. Donc on récupère deux rectangles qui ont la même aire, puisque on obtient 1 multiplié par 1 sur k. Et comme la fonction qui a x associé 1 sur x est une fonction qui est continue et décroissante sur r plus étoile, on va pouvoir réaliser un encadrement. Si je regarde ce qui se passe par rapport à l'aire en rose, cette aire en rose, elle est plus petite que l'intégrale, puisque l'intégrale, c'est l'aire qui est sous la courbe. Donc, je vais récupérer une intégrale plus grande en intégrant la fonction 1 sur t entre k-1 et k, et on obtient une aire plus petite en intégrant cette fonction entre k et k plus 1 dt. Alors ces inégalités, elles ne sont pas valables sur le même domaine. La première inégalité, l'inégalité de la majoration ici, est valable tant qu'on intègre une fonction continue. Donc celle-ci est valable quel que soit k supérieur ou égal à 2, alors que l'inégalité qui est ici, cette inégalité-là, est valable tant que cette fonction est continue. Elle est donc valable quel que soit k supérieur ou égal à 1. Donc si j'additionne ces inégalités, les inégalités en vert, ici, en faisant varier k entre 1 et n, puisque ça c'est possible, eh bien je vais récupérer, grâce à la relation de Schall, d'un côté l'intégrale entre 1 et n plus 1 de dt sur t, qui est inférieure ou égale à la somme harmonique Hn. Et si j'additionne les inégalités ici, avec k qui varie entre 2 et n, puisque je ne peux pas commencer à 1, je vais récupérer, alors dans un membre, ici, Hn moins 1, il va me manquer le premier terme, qui est majoré par l'intégrale entre 1 et n de dt sur t. Alors si je prends maintenant la conjonction de ces deux inégalités, je vais récupérer un encadrement de Hn, qui sera valable pour tout n supérieur ou égal à 2. La majoration, ça sera 1 plus l'intégrale entre 1 et n de dt sur t, pour ce que j'obtiens avec cette inégalité. Et la minoration, elle, on l'avait déjà obtenue, c'est cette intégrale-là. On n'a plus qu'à calculer maintenant les deux intégrales.
Celle-là donne ln de n plus 1 tout simplement. Et l'autre donne 1 plus ln de n. On va calculer le rapport Hn sur ln de n pour n suffisamment grand pour que le dénominateur ne s'annule pas, donc n supérieur ou égal à 2, ce qui est de toute façon l'ensemble de définitions de ces inégalités. Et on va récupérer d'un côté donc 1 plus 1 sur ln de n, qui est une suite qui converge vers 1, puisque cette suite converge vers 0, puis ln de n plus 1 sur ln de n, qui est une forme indéterminée. Pour lever une forme indéterminée avec des expressions qui font intervenir ln, rien de plus simple, on sait qu'on factorise le terme dominant, et comme le logarithme transforme le produit en somme, cette factorisation permet de casser le terme en deux, et donc de récupérer ln de n plus une suite qui tend vers 0, puisque lorsque n tend vers l'infini, cette suite est équivalente à 1 sur n, qui est bien une quantité qui tend vers 0. Moralité, l'encadrement qu'on récupère ici me donne que Hn sur ln de n est compris entre 1 plus une suite qui tend vers 0, 1 sur ln de n, et de l'autre côté, quand on étudie le rapport, on récupère également 1 plus une suite qui tend vers 0, le tout divisé par ln de n. Donc il n'y a plus aucune forme indéterminée, ni à droite ni à gauche. Cette suite tend vers 1, cette suite tend vers 1, donc grâce au théorème d'encadrement, alors surtout pas faire de passage à la limite dans les inégalités, puisqu'on ne connaît justement pas la limite de ce terme, donc grâce au théorème d'encadrement, on récupère que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de Hn sur ln de n est égal à 1, donc a priori que Hn est bien équivalent à ln de n lorsque n tend vers l'infini. Évidemment, on va quand même donner l'ensemble de définitions de ces inégalités. Toutes ces inégalités sont valables pour tout n supérieur ou égal à 2. Donc on a déjà notre équivalent de la somme harmonique. On va pouvoir passer maintenant à l'analyse probabiliste de la situation et au calcul des probabilités. Passons maintenant à l'analyse probabiliste. Nous allons regarder ce qui se passe lorsque ces urnes sont constituées juste avec 3 boules. Donc il va falloir encore une fois choisir le protocole qu'on va utiliser pour regrouper les résultats. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, puisqu'il y a un numérateur et un dénominateur, on va stocker les résultats sous la forme de couple xy, où x est ici un entier entre 1 et 3, pris au hasard, et y est un entier pris entre 1 et 3 au hasard. Donc on récupère nos informations sous cette forme-là, c'est-à-dire oméga en d'autres termes, c'est le produit cartésien 1, 3, croix 1, 3. Donc, comme tous les tirages sont équiprobables, puisque le tirage d'une boule dans l'urne U se fait au hasard et dans l'urne V se fait au hasard, pour mesurer les probabilités, on utilise la probabilité de la place, c'est-à-dire celles pour lesquelles les issues sont équiprobables. Donc on opère les calculs avec la probabilité uniforme sur notre ensemble. Probabilité uniforme pour lequel toutes les issues sont équiprobables. Pour laquelle les issues sont équiprobables. Donc ça, c'est fait. Il suffit donc équiprobable. Donc pour répondre à cette question, soit on cherche déjà à émettre une généralisation, soit on peut tout simplement stocker les résultats dans un tableau, en disant là je vais donner la valeur de x ici et la valeur de y ici, et je vais regarder quels sont les résultats pour lesquels on va récupérer un entier, puisque comme on travaille avec une probabilité uniforme, on sait que la probabilité se calcule avec le nombre de résultats favorables sur le nombre de résultats possibles. Donc là on fait le rapport, donc x sur y, ce rapport là il est bien entier, donc ça fonctionne.
Là, le rapport n'est pas entier, donc ça ne fonctionne pas. Là, ça ne fonctionne pas. Ici, ça fonctionne. Ici, ça fonctionne. Ici, ça ne fonctionne pas. Et ici, ça fonctionne. Ici, ça ne fonctionne pas. Et ici, ça fonctionne. Donc, on peut récupérer assez facilement que la probabilité de E3, c'est donc le nombre de cas favorables, ici que j'ai symbolisé par une croix, donc ça va être égal à 5, sur le nombre de cas possibles, le nombre d'éléments qu'il y a dans cet ensemble-là, c'est-à-dire 9. Donc voilà, là, il s'agit de répondre à la question efficacement. On a structuré l'univers et la probabilité pour mesurer les événements. On répond à la question le plus efficacement possible. Alors on va faire de même avec le cas où n est égal à 4. Bon, on peut se permettre d'aller un tout petit peu plus vite puisqu'on a déjà formalisé comment on allait calculer les probabilités. Donc cette fois-ci, l'espace d'état, c'est un 4 au carré, pour les mêmes raisons. Et on peut faire le même genre de tableau, un tableau à 2 entrées, qui va symboliser toutes les issues possibles de cette expérience aléatoire, qui sont toutes équiprobables, je vous rappelle, puisqu'on travaille avec une probabilité uniforme. Donc pour x et pour y, donc x peut prendre 4 valeurs 1, 2, 3, 4, y peut prendre 4 valeurs 1, 2, 3, 4. Donc on va indiquer, allez, on va mettre un peu de couleur, par une croix rose quand le rapport est un nombre entier. Donc là, x sur y est entier et c'est les seules valeurs pour lesquelles ça va fonctionner. Ici, 2 sur 1 est entier, 2 sur 2 est entier, c'est les seules valeurs pour lesquelles ça va fonctionner. Ici, 3 sur 1, ça marche, 3 demi, non, 3, ça marche. Ici, 4 sur 1, ça marche, 4 sur 2, ça marche, 4 sur 3, ça marche pas, 4 sur 4, ça marche. Donc on voit que le nombre de cas qui va fonctionner, le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, va ici correspondre au rapport de 4 plus 2, 6, 6 et 2, 8, sur le nombre de cas possibles, c'est-à-dire 4 fois 4, 16. Donc la probabilité de 4, elle se monte exactement à 1,5. Donc là, il faut être efficace. On stocke les résultats dans un tableau, ce qui est une bonne méthode lorsqu'on a travaillé avec juste des couples, ce qui nous permet de cibler assez rapidement les différentes probabilités qu'on aura à calculer. Pour la question 3, il va falloir faire un petit peu plus attention, pas simplement remplir un tableau comme ça de façon formelle, puisqu'on voit que comme la constitution de l'urne est constituée de n boules, on ne pourra pas faire exactement le même raisonnement. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un conditionnement par rapport au résultat du dénominateur, puisque si on fixe le résultat du dénominateur, pour que la fraction soit un entier, il faut que le numérateur soit un multiple du dénominateur. Donc ça va nous ramener probablement à dénombrer le nombre d'un multiple compris entre 1 et n d'un entier donné. Donc là, l'événement que je veux calculer, c'est la probabilité de en, et je vais conditionner ces événements à la valeur du dénominateur. Alors, pour pouvoir utiliser des conditionnements, il nous faut des événements 2 à 2 incompatibles qui recouvrent tout l'espace d'état, c'est-à-dire il nous faut un système complet d'événements. Bah, notre système complet d'événements, ça va être la valeur du dénominateur. Le dénominateur, il s'appelle y. Or, si je considère y est égal à k, en faisant varier k entre 1 et n, j'obtiens bien un système complet d'événements, puisque la valeur du dénominateur ne peut varier que sur le nombre de boules, enfin sur le numéro des boules de l'urne, donc entre 1 et n. Donc ceci, c'est un système complet d'événements, puisque la variable aléatoire y ne prend que n valeurs. C'est un système complet d'événements. Donc je vais pouvoir appliquer la formule des probabilités totales, qui me dit que cette probabilité, c'est donc la somme pour k variant entre 1 et n, de la probabilité de en sachant que y est égal à k, multiplié par la probabilité que y soit égal à k. Donc pour pouvoir calculer cette probabilité, il nous faut calculer donc séparément ces deux probabilités. Alors la première nécessite de connaître la loi de y. Y c'est quoi? C'est le résultat du tirage dans la deuxième urne. Sachant que ce tirage se fait de façon complètement aléatoire, on peut dire que y suit une loi uniforme
sur l'ensemble des numéros des boules sur l'ensemble 1n, puisqu'on a des boules indiscernables avec un tirage qui se fait au hasard. Donc, la probabilité de l'événement y est égale à k, puisque c'est poids uniforme, c'est donc égal à 1 sur n. Donc on peut déjà attester que le calcul de la première probabilité, eh bien, il vaut 1 sur n. Pour la seconde, il faut qu'on, puisqu'on est dans une situation où les issues sont uniformes, on sait que le tirage de la deuxième urne donne k. Donc quels sont les tirages qui vont satisfaire cet événement? Ça va être tous les multiples de k qui sont compris entre 1 et n. Ce qui veut donc dire que la probabilité qu'on est en train de mesurer ici, la probabilité de En, sachant que y est égal à k, correspond au nombre de multiples de k qui sont compris entre 1 et n. Donc ça c'est le cardinal des, on va dire, mk, où mk appartient à l'intervalle d'entier 1, n. Donc voilà le cardinal qu'on a à calculer, divisé par eh bien, le nombre d'issues possibles, sachant qu'on sait qu'ici que y est égal à k, donc il y a combien d'issues possibles de notre expérience aléatoire? Il y en a n, puisque je vous rappelle que ici y est égal à k, donc on regarde juste ce qu'il se passe par rapport au premier tirage. Donc il suffit d'effectuer ce compte. Donc là je cherche tous les entiers qui conviennent entre 1 et n. Donc je vais chercher la plus grande valeur de k qui peut convenir. Je dois avoir mk donc, qui doit être inférieur ou égal à n, ce qui est donc équivalent à dire que m est inférieur ou égal à n sur k. Donc déjà m ne peut pas dépasser cette valeur et doit être entier. Donc la dernière valeur qui peut convenir, la dernière, eh bien c'est la partie entière de m sur k, puisque ça sera le plus grand entier inférieur ou égal à m sur k. Ce qui veut donc dire qu'ici, on a affaire à quoi? On a affaire au cardinal de l'ensemble 1, premier entier qui peut convenir, partie entière de n sur k, dernier entier qui peut convenir, le tout divisé par n. Or, le nombre d'éléments qu'il y a dans cet ensemble, comment? Il suffit de compter. C'est donc la partie entière de n sur k, le tout divisé par n. Moralité. Ce terme-là vaut partie entière de n sur k divisé par n, ce terme-là vaut 1 sur n, donc on va avoir une multiplication par 1 sur n deux fois. On peut donc fournir une belle formule de notre probabilité de En. C'est donc 1 sur n carré qui se factorise dans l'expression, multiplié par la somme quand k varie entre 1 et n de la partie entière de n sur k. Ce qui est bien l'expression qui est donnée par l'énoncé, puisque si j'écris cette relation en extension, on va récupérer la partie entière de n sur 1, plus la partie entière de n sur 2, plus etc. jusqu'à la partie entière de n sur n. On récupère bien cette somme de parties entières. Il nous est demandé en quatrième question d'évaluer le comportement asymptotique de la probabilité de En. Alors pour ça, moi comme je vois une partie entière, je pense immédiatement à faire des encadrements, puisqu'on sait que la partie entière du nombre réel x est coincée entre, regardons la définition, c'est le plus grand entier inférieur ou égal à x, donc il est déjà inférieur ou égal à x, et donc il sera strictement plus grand que x moins 1, puisque l'écart maximal qu'il peut y avoir, c'est 1. Donc ça va me permettre d'obtenir une majoration de un encadrement de chacun des termes de cette somme, puisque j'obtiens que la partie entière de n sur k va être majorée par n sur k, est plus petite que n sur k moins 1. Donc, on va récupérer ici que la somme associée, donc la somme pour k variant entre 1 et n de la partie entière de n sur k, va donc être majorée par la somme de ces termes-là quand k varie entre 1 et n, donc n fois hn, puisque là on récupère la somme des inverses avec un indice qui varie entre 1 et n, et là on récupère la même somme ici, n hn, moins le nombre de fois qu'on additionne 1, moins n. Donc voilà l'encadrement qu'on récupère pour le moment. Si on multiplie par 1 sur n carré, qui est un nombre positif strictement, donc qui ne va pas changer le sens des inégalités,
on va récupérer ici Hn sur n dans ce membre-là, et ici Hn sur n moins 1 sur n dans l'autre membre. On n'a plus qu'à regarder asymptotiquement ce que donne chacun des membres. Alors, il y a des formes à déterminer, mais ces formes à déterminer, on va pouvoir les lever avec ce qu'on a dit à la première question. Effectivement, on a démontré que Hn était équivalente à Ln de n, donc Hn sur n va être équivalent à Ln de n sur n, qui est toujours une forme à déterminer, mais cette fois, on va pouvoir la lever grâce à des croissances comparées. On sait que ce terme-là tend vers 0 par croissance comparée. Donc on peut dresser un bilan. Cette expression tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Ces deux expressions tendent vers 0 lorsque n tend vers l'infini. On peut donc appliquer le théorème d'encadrement. Par théorème d'encadrement, la suite qui est formée des probabilités de En converge vers 0. Donc le théorème d'encadrement donne la convergence et aussi la limite. Voilà pour cet exercice mêlant arithmétique et probabilité. Vous avez vraiment cru que j'allais m'arrêter là, hein, que j'avais pas lu l'énoncé? Mais pas du tout. J'ai lu l'énoncé. Et ce qu'on nous demande, c'est un équivalent de P de n. Donc comme ce terme-là est équivalent à Ln de n sur n et que lui est clairement négligeable devant Ln de n sur n, on pourrait penser que l'équivalent de P de n, c'est Ln de n sur n. Pour le démontrer, on va utiliser le théorème d'encadrement. C'est-à-dire qu'on va calculer le rapport de P de En sur Ln de n sur n, qui est un terme strictement positif lorsque n est supérieur ou égal à 2, ce qu'on supposera dans la suite. Et donc lorsqu'on effectue ce rapport, on va récupérer quoi? Eh bien on va récupérer donc du Hn sur Ln de n d'une part. Ici on va récupérer Hn sur Ln de n, moins donc le terme 1 sur n divisé par Ln de n sur n, donc il va juste nous rester du 1 sur Ln de n. On peut se servir de la première question qui atteste que Hn est équivalent à Ln de n, et donc Hn sur Ln de n possède bien une limite qui vaut 1 lorsque n tend vers l'infini. Moralité, la suite qui est ici tend vers 1 comme somme d'une suite qui tend vers 1 et d'une suite qui tend vers 0. La suite qui est ici tend vers 1. Donc on en déduit que la limite de ce rapport tend vers 1 par théorème d'encadrement, ce qui permet d'affirmer que P de n est équivalent à Ln de n sur n. Et là, c'est terminé.